C'est l'heure du journal sur Eden TV. Mesdames et messieurs, bienvenue au sommaire. L'ancien président de la République du Bénin, Boni Yayi, est sorti de son mutisme et s'est prononcé sur la situation sociopolitique qui secoue le Bénin. Les détails de la substance de sa déclaration dans ce journal. Débat sur les 30 ans de la démocratie béninoise, c'est le thème de la conférence organisée ce jeudi par l'intersyndicale des universités nationales. Puis en Ouganda, fin de la limite d'âge pour la présidence, Yoweri Museveni peut donc prétendre désormais à sa propre succession. Bienvenue à tous. Fait inédit à Cotonou, les deux anciens présidents du Bénin, Boni Yayi et Nicéphore Dieudonné Soglo, sont actuellement dans le marché de Dantopa pour une marche improvisée. Objectif, exiger une fois encore du chef de l'État et de la majorité présidentielle l'organisation des élections législatives inclusives. En ce qui concerne les images, vous les aurez dans nos prochaines éditions. J'en parlais dans les titres politiques toujours. L'ancien président de la République du Bénin, Boni Yayi, est sorti de son mutisme et s'est prononcé sur la situation sociopolitique qui secoue le Bénin à travers une déclaration faite ce jeudi 18 avril 2019 à son domicile à Kadjeou. L'ex-président, l'ex-chef de l'État a dénoncé une remise en cause des acquis démocratiques. Pour lui, le Bénin ne saurait organiser des élections législatives sans l'opposition, suivant un extrait de sa déclaration. Bien, en conséquence, j'en appelle au sens élevé de l'État et de responsabilité du président de la République, M. Patrice Talon. Je l'invite à prendre toute la mesure de la gravité de la présente situation, qui ne nous honore guère, et à arrêter le processus électoral en cours dans le monolithisme politique total et profond. Toute chose contraire à notre Constitution du 11 décembre 1990. J'invite tous les Béninois, toutes les Béninoises de tous bords, les institutions de la République, les acteurs politiques, les magistrats, les acteurs des médias et de la presse, les syndicalistes, les agents de sécurité et de défense, patriotes, les femmes de nos villes et campagnes, les jeunes, les confessions religieuses, les enseignants et autres travailleurs de tous les secteurs, les artisans, les commerçants, les ouvriers, les producteurs agricoles, etc., à user du pouvoir que nous donne notre loi fondamentale pour faire arrêter le processus électoral périlleux en cours, afin de rechercher et de trouver sans délai, sous la grâce du Seigneur, les solutions idoines. L'intersyndicale des universités nationales du Bénin a organisé dans la matinée de ce jeudi une conférence débat, une rencontre d'échange et de propositions sur les 30 ans de la démocratie au Bénin. C'était sur le campus d'Abomey-Calavi. C'est la toute première fois que l'intersyndicale des enseignants des universités du Bénin entreprend une réflexion collective qui sort du cadre strict du secteur de l'enseignement supérieur. Une réflexion qui cadre avec l'actualité politique du Bénin, d'où le thème de la conférence débat 30 ans de défis démocratiques, le Bénin à la croisée des chemins. Aujourd'hui, sur le plan politique, pour caricaturer un peu les choses, deux logiques s'affrontent. L'une des libertés fondamentales et l'autre dite du développement. Il convient de réfléchir ensemble aux balises solides à poser au fait d'anticiper les dysfonctionnements de nature à retarder la réalisation des grandes ambitions de ce beau pays, de notre peuple. Enseignants,
Chercheurs émérites, têtes couronnées, acteurs de la société civile ont participé à ce creuset de réflexion meublé de plusieurs communications qui retracent l'histoire du Bénin de 1960 à l'ère de la rupture, des communications présentées par d'éminents professeurs. Vous allez jeter au cours de cette conférence un regard sur les 30 ans de la vie démocratique dans notre cher et beau pays, le Bénin. L'équipe rectorale vous félicite vivement de la tenue, de l'organisation de cette conférence. Vu la qualité, la haute qualité des conférenciers désignés, je suis persuadé que les débats seront très riches. À l'issue des réflexions, des pistes de solutions de sortie de crise ont été proposées. Celles-ci seront rendues publiques par l'intersyndicale. Suivons à présent quelques recommandations issues de cette conférence débat. Nous avons dit tout simplement qu'il faut ramener la balle à terre. En faisant quoi? En rétablissant les acquis démocratiques de 1990. Aujourd'hui, les libertés fondamentales sont bafouées. Il faut la restitution de ces acquis-là, ramener la balle à terre. En quoi faisant? C'est en abrogeant toutes les lois qui fâchent. Exemple, loi sur la criette, ça fâche. Charte des partis politiques, ça fâche. Le code électoral, ça fâche. Nous, travailleurs, les lois portant limitation des droits de grève, ça fâche. Il faut que ceux-là qui croupissent dans les prisons pour des motifs fallacieux, c'est fallacieux, les exemples sont pleins. Donc, il faut une loi d'amnistie pour sortir ceux-là. Ensuite, une loi d'amnistie pour les exilés politiques. Nous avons pensé aussi que nous devons trouver rapidement le mécanisme adéquat pour voir les modalités pratiques pour pouvoir consolider la cohésion sociale. Le Bénin est un. Il n'y a pas un fils du Nord à part, un fils du Sud à part, de l'Est à part, de l'Ouest à part. Nous sommes tous les mêmes. Donc, la frustration, elle est trop grande. Il faut repenser la cohésion sociale et nous devons rapidement trouver les modalités pratiques pour y aller. Et puis enfin, nous avons proposé encore une conférence où il faut revoir ce qu'il faut revoir et surtout mettre l'accent sur le modèle économique devant diriger notre pays. Ce mercredi soir, sur la chaîne nationale, Romuald Wadani, ministre de l'économie et des finances, était l'invité d'une émission qui porte sur le thème « Économie béninoise des performances remarquables ». À travers un échange fort enrichissant, le ministre des Finances a exposé les avancées de l'économie béninoise. Le résumé de cet entretien avec Mori Ano Agua. Durant 60 minutes sur la chaîne nationale, Romuald Wadani a démontré que l'économie béninoise se porte bien. De façon classique, le premier indicateur qui est regardé, c'est celui du taux de croissance du PIB. Donc alors, de façon simple, le taux de croissance du PIB, il s'agit en fait d'un indicateur qui permet de mesurer le rythme de création de richesse dans un pays. Cet indicateur pour 2018 s'élève à 6,8%. 6,8%, c'est 3 fois mieux que le taux de croissance de 2015. 2,1% le taux de croissance de 2015. Et ça, c'est des chiffres Fonds monétaire international. De l'autre côté, quand vous regardez de façon globale le niveau de création de richesse, que ce soit dans la sous-région, au niveau mondial, vous voyez que ce taux fait partie de l'une des meilleures performances aujourd'hui. Ensuite, il s'est appuyé sur l'appréciation des partenaires techniques. Vous avez vu, en février, le président de la commission de l'UEMOA est passé à Cotonou, a dit que le Bénin a fait des bons jamais faits dans l'UEMOA en matière de réforme. Récemment, le Bénin a été primé comme premier pays en matière de transparence budgétaire. Et ça, ce n'est pas l'association fan club de Wadani qui a fait ça. Hein. C'est le Fonds monétaire international, l'Union européenne. C'est grâce à ces éléments-là, ces appréciations-là, que quand nous allons vers des investisseurs qui ne savent même pas positionner le Bénin sur une carte, mais ils nous font confiance parce qu'ils voient
que l'Union européenne, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, plusieurs partenaires donnent satisfaction sur ce qui se passe. Quel est alors l'impact du taux de croissance sur le panier de la ménagère? Le commentaire qui dit le panier de ménagère souffre, on peut souffrir parce que l'argent qui rentre a baissé, ou on peut souffrir parce que avec le même montant d'argent, on n'arrive plus à acheter la même quantité de produits. Au niveau macro, et en donnant des exemples concrets de produits, le maïs en est un, non, avec le même montant d'argent, le pouvoir d'achat est resté à peu près au même niveau. L'enjeu aujourd'hui, et ceux qui se plaignent, c'est sur l'argent qui rentre. C'est la partie d'argent qui rentre de façon illégale qui a été limitée. Romia Douadagny, dans cet entretien, est revenu sur le bienfait de certaines réformes. Quand on fait les réformes de la santé, on démantèle les faux médicaments. Mais ça, c'est l'ensemble, vous, moi, tout le monde, qui maintenant, nous avons une assurance meilleure sur la qualité des médicaments que nous consommons. Il s'agit de continuer à faire les réformes, de continuer à faire les investissements pour créer le cadre, pour que chacun puisse, quel que soit où il vit, quel que soit où il est, il puisse avoir les mêmes égalités de chances face à la création de la richesse et contribuer à faire développer notre pays. À la préoccupation des conséquences éventuelles d'un endettement trop élevé du Bénin, le ministre répond. Quand vous êtes dans un schéma, et c'est factuel, où l'accroissement de la dette, à la fin de l'année, vous dites, OK, l'année passée, j'avais ça comme stock de dette. Cette année, voilà mon niveau de dette. 2018, je me répète, le montant de la dette a augmenté de 349 milliards, mais nous avons investi 500 milliards. Ça, c'est une performance. Concernant la polémique à propos du franc CFA, nous ne sommes pas seuls dans ce système, c'est le premier message. Deuxième message, aujourd'hui, nous n'avons pas d'indicateur d'alerte qui nous montre que structurellement, il y a lieu de réagir. Et enfin, je veux préciser que ces questions sont suivies au quotidien. Et le jour où il y aura des alertes, nous allons vous en parler et nous allons prendre nos responsabilités au niveau du Conseil des ministres et ensuite au niveau des chefs d'État. Au thème de cet entretien, les résultats obtenus jusque-là sont l'effort de tous, selon Romia Douadagny. Les efforts devront donc continuer pour que le bonheur qui est déjà là, au dire du ministre, s'amplifie. Religion, le processus pour le Hajj 2019 a été lancé dans l'après-midi de ce mercredi 17 avril 2019 par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération Aurélien Agbenonchi. Une cérémonie de lancement officiel du Hajj qui a connu la présence de la représentante personnelle du chef de l'État pour le Hajj 2019, des membres du gouvernement et des fidèles musulmans. Carnot François Roumboué-Derinto, Romaric Devouchi pour le point. Le top a été donné pour le Hajj 2019 par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération. C'était en faveur d'une cérémonie qui a connu la présence de la représentante personnelle du chef de l'État pour le Hajj 2019, des autorités gouvernementales, des fidèles musulmans représentants des organisations fêtières de la communauté islamique au Bénin. Occasion pour Aurélien Agbenonchi de rappeler l'intérêt pour le gouvernement de bien organiser le Hajj de cette année. C'est un exercice qui mobilise une partie de notre population. Nous sommes un gouvernement responsable et lorsqu'il y a un seul Béninois et à plus forte raison plusieurs Béninois qui sont pris en charge par d'autres Béninois, le président de la République est soucieux, c'est sa responsabilité constitutionnelle de s'assurer que les choses se passent bien. Voilà la raison pour laquelle le président de la République a décidé de regarder d'encore plus près la manière dont le Hajj est organisé. La deuxième chose, c'est que le Hajj, c'est un exercice qui se passe entre le gouvernement du Royaume d'Arabie Saoudite et les autres gouvernements. Il avait été décidé par le gouvernement en Conseil des ministres du mercredi 6 avril 2019 la construction à Cotonou d'un site aménagé pour accueillir et héberger les candidats au Hajj avant leur départ pour l'Arabie Saoudite. À ce sujet, José Didier Tonato, ministre du Cadre de vie et du Développement durable, rassure les pèlerins. Il y a l'aménagement d'un bâtiment de 800 mètres carrés. C'est-à-dire qu'on aura un espace aujourd'hui de 20 mètres sur 40 mètres, divisé en deux parties, pas égales. Une partie pour les femmes, une partie pour les hommes, avec toutes les commodités qu'il faut. Savoir les toilettes, les nécessaires pour faire les ablutions aux normes que vous connaissez très bien. Madame nous a accompagnés dans les conseils de tout ce qu'il faut faire. Et ce chantier a démarré déjà depuis plus d'un mois maintenant. Et si vous passez par là, vous verrez que le chantier avance à grands pas.
Pour son homologue de la santé, toutes les dispositions sont déjà prises par le gouvernement pour une parfaite sécurité sanitaire des pèlerins. Et toutes les dispositions sont en cours actuellement pour que les vaccins soient disponibles à temps et que nous puissions les commencer également à temps pour que tout le monde soit couvert en respectant les 2 semaines réglementaires de couverture exigées avant l'entrée sur le territoire de l'Arabie Saoudite. La deuxième chose, c'est par rapport aux dispositions sur le plan sanitaire lorsque vous serez déjà là-bas. Là également, l'équipe médicale qui doit vous accompagner est déjà constituée. Les dispositions sont déjà également prises pour que les médicaments et autres qui doivent accompagner la délégation soient disponibles. Sinon, c'est déjà disponible en grande partie. Donc, il ne restera qu'à effectuer le voyage avec ça. Le top ainsi donné, il ne reste qu'aux pèlerins de se mettre au pas. Le premier départ étant prévu pour le 27 juillet 2019. Les chrétiens du Bénin, à l'instar de ceux du monde, se préparent activement pour commémorer la résurrection du Christ, une célébration qui se vit différemment selon les congrégations religieuses. Une équipe d'Eden TV était au contact des catholiques, des évangéliques et des célestes. Suivons ici le reportage de Hayat Foué de Fiacre Voiton, dit par Carnot François Mbédérinto. Chaque année, la communauté chrétienne célèbre la Pâque, fête la plus importante du christianisme. Pour toutes les sensibilités chrétiennes, cette commémoration revêt la même importance. Jésus nous fait passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Jésus nous fait passer de l'esclavage du péché à la liberté, de cette vie à la vie dans la terre promise qu'est le ciel. C'est la délivrance, c'est passer dessus. La Pâque chrétienne, c'est ce que nous fêtons aujourd'hui. C'est-à-dire la mort et la résurrection de Jésus. En prélude à la Pâque, les différentes congrégations chrétiennes vivent une semaine dite sainte avec, au fond, la volonté de s'unir à la passion du Christ, même si, dans le fond, quelques nuances interviennent. La particularité de cette semaine dans l'église du christianisme céleste, nous avons 3 particularités. Le lavement des pieds et puis la Sainte Seine. La 3e particularité dans la semaine sainte au niveau des chrétiens célestes, c'est d'aller vraiment vérifier au cimetière si Jésus est vraiment ressuscité. Le premier comportement du chrétien dans le cas d'espèce, c'est d'essayer de vivre intensément les célébrations que l'Église dispose. C'est-à-dire déjà le jeudi saint, vivre la Sainte Seine et adopter l'attitude de Jésus-Christ, s'approprier cette attitude-là. Le vendredi saint, toute l'Église s'unit à la passion du Christ en vivant cette passion et en faisant le grand chemin de croix. Le samedi saint, c'est le jour dont on parle très peu, mais c'est le grand sabbat. Pour une bonne célébration de la résurrection du Messie, les bergers invitent les disciples de Jésus à une vie exemplaire. La Pâque est une grande fête pour les chrétiens. Et parce que cette fête nous montre que Jésus est venu pour mourir pour nos péchés. Et si Christ est venu mourir pour nos péchés, ça c'est une grâce. À l'endroit de la communauté chrétienne catholique, c'est un appel à l'intériorité, un appel à se recueillir pendant les célébrations de la fête de Pâques. Un moment spirituel de communion donc entre les fidèles chrétiens pour la gloire de Jésus à travers sa résurrection. Actualité en dehors du Bénin, la Cour suprême ougandaise a validé jeudi la suppression de la limite d'âge de 75 ans pour la présidence, une disposition adoptée fin 2017 et permettant au président Yoweri Museveni, au pouvoir depuis 1986, de se représenter en 2021. Reportage. La Cour suprême ougandaise a validé jeudi la suppression de la limite d'âge de 75 ans pour la présidence, une disposition adoptée fin 2017 et permettant au président Yoweri Museveni, au pouvoir depuis 1986, de se représenter en 2021. À 4 voix contre 3, une majorité des juges de la plus haute instance judiciaire du pays a rejeté un appel interjeté notamment par l'opposition contre une décision de la Cour constitutionnelle en juillet 2018 de valider cet amendement controversé apporté à la Constitution. Je suis d'accord que l'appel doit échouer et que chaque parti doit payer ses propres frais.
Nos collègues ne sont pas très contents, mais nous sommes très satisfaits du résultat. C'est ça la démocratie. Très controversée, la réforme avait donné lieu à des scènes de pugilat au Parlement et a été adoptée dans un climat d'extrême tension marqué notamment par des manifestations sévèrement réprimées. Si le procureur général Umwesigwa Rukutana a qualifié le verdict de grande victoire pour l'Ouganda, l'avocat des requérants Erias Lukwago a estimé que c'est la démocratie qui souffre, même si la décision est apparue serrée. C'est un triste jour, c'est un moment triste et cette décision a de graves répercussions sur la stabilité politique du pays. Cela a de sérieuses implications sur la trajectoire politique de ce pays ainsi que sur l'état de droit et le constitutionnalisme. Le texte adopté fin 2017 réintroduit une limite au nombre de mandats présidentiels qui avait été supprimé en 2005. Mais cette limite, fixée à 2 mandats de 5 ans, n'entrera en vigueur qu'après la prochaine élection, ce qui pourrait permettre à M. Museveni de se présenter à nouveau à 2 reprises. Niachoua, 2 ans, est arrivé dans la journée de à la petite clinique isolée du village d'Udié, dans le nord-est du Soudan du Sud, pris de convulsions, une crise de paludisme. Il a pu être sauvé, mais d'autres n'ont pas cette chance dans ce pays. Reportage. Niachot a 2 ans. Il y a quelques heures encore, il convulsait. Ses parents sont arrivés juste à temps au village de Oudier, au nord-est du Soudan du Sud. Le petit garçon était malade depuis plusieurs jours. Quand on est venu ce matin, le centre de soins n'était pas ouvert. On est revenu plus tard et à ce moment-là, il était inconscient. Il tremblait et convulsait en même temps. Niachot a pu être sauvé, mais tous n'ont pas eu cette chance. La guerre, les viols et les déplacements sont devenus monnaie courante au Soudan du Sud. Mais pour les habitants, le plus grand danger est souvent de ne pas avoir accès aux soins médicaux. Selon le Comité international de la Croix-Rouge qui gère cette clinique ici, 70% des morts par maladie pourraient être évitées. Et cette région du Haut-Nil est particulièrement affectée. La plupart des enfants qui meurent ici meurent de 3 maladies communes. Du paludisme, des diarrhées sévères et des infections respiratoires qui se transforment en pneumonie sur le long terme. Le Haut-Nil, aux confins du Soudan et de l'Éthiopie, a été ravagé par le conflit en 2017. Au Soudan du Sud, les taux de mortalité maternelle et infantile sont parmi les plus élevés du monde. Les femmes doivent s'occuper de leurs enfants, mais aussi de toutes les tâches lourdes du foyer et repoussent souvent leur visite à la clinique. Tout a commencé avec un mal de ventre. Quand un enfant tombe malade, je le mets de côté. Tous mes enfants dorment sous une moustiquaire ensemble. Donc si un tombe malade, tout le monde est malade. La clinique ne peut pas soigner tout le monde. Par manque de matériel, impossible ici d'opérer ou de faire des transfusions sanguines. L'hôpital le plus proche est à Maban, à 3 jours de marche ou 5 heures par la route. Mais à Oudier, il n'y a qu'une voiture pour tout le village. 25 ans après l'avènement de la démocratie dans leur pays, des millions de jeunes sud-africains ne trouvent pas d'emploi ou sont contraints à la débrouille pour survivre. Leur frustration résonnait tout au long de la campagne pour les élections générales du 8 mai prochain. La photo accrochée au mur, la jeune femme fièrement parée de sa toge noire de diplômée universitaire affiche un large sourire qui illumine le salon de sa maison de Protea Glen dans le township de Soweto, de promesses d'avenir radieux. 10 ans plus tard, ce cliché n'est plus pour Kugmotso Sebabi que le triste rappel de ses ambitions déçues. Vous allez à l'école et puis vous vous retrouvez avec un paquet de diplômes que vous ne pouvez même pas utiliser. S'indigne la jeune femme, licenciée en gestion et en commerce. Elle travaille comme simple opératrice dans un centre d'appel.
Vous allez à l'école et une fois que vous êtes qualifié, vous vous essayez avec toute une pile de diplômes que vous ne pouvez vraiment pas utiliser, alors que vous savez que vous pouvez faire une contribution. Je peux apporter une contribution ici, mais c'est comme si on ne recrutait pas les candidats adéquats. Je me sens arnaquée parce que dans beaucoup de ces campagnes électorales, ils parlent du chômage, de la réduction de la pauvreté, de la violence fondée sur le genre, mais ce ne sont que des paroles. J'ai vraiment l'impression qu'ils essaient de cibler les jeunes, mais dans la plupart des partis, il n'y a pas de jeunes. Son cas est loin d'être isolé. 25 ans après l'avènement de la démocratie dans leur pays, des millions de jeunes sud-africains ne trouvent pas d'emploi ou sont contraints à la débrouille pour survivre. Leurs frustrations ont résonné tout au long de la campagne pour les élections générales du 8 mai. C'est incroyablement difficile et démotivant, confie-t-elle. Diplômée en 2018 de la prestigieuse université de Rhodes Sud, elle cherche désespérément un poste de journaliste. En tant que femme noire, c'est incroyablement frustrant parce que les femmes noires travaillent le plus dur, mais elles sont les plus pauvres. Et pour moi, ce n'est pas juste. Ce n'est vraiment pas juste. Et c'est déchirant. Je suis découragée, beaucoup, parce qu'il y a des moments où je me demande comment encourager mes enfants à aller à l'école alors qu'ils peuvent me voir en difficulté avec tous mes diplômes, mais tu as quand même un emploi à la portée de tous. Tu n'avais pas besoin d'être aussi qualifié pour avoir ce poste. Comment savoir que l'éducation est la clé de quoi? Le chômage a déjà éloigné nombre de jeunes de la politique. Selon la commission électorale, 9 millions de Sud-Africains en âge de voter ne sont pas inscrits sur les listes électorales pour le scrutin du 8 mai, dont 6 millions de moins de 30 ans. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. À bientôt.